Mesdames et messieurs, bonjour. Le temps s'améliore lentement. On arrivera bien à trouver l'été quelque part. Nous avons, nous, essayé de le trouver sur les toits de l'immeuble de la rue Cognac-G. En effet, pour ce 22 juin, nous avons voulu mettre sur vos écrans un petit peu de ciel parisien. Malheureusement, il n'est pas ensoleillé, il est gris. Gris comme les superstructures de la Tour Eiffel que vous découvrez derrière moi. Les prévisions à moyen terme sont heureusement un peu plus optimistes. Là-bas, en contrebas, sur le champ de Mars, Édouard Laure interroge l'homme de la météo. Depuis 1h30 ce matin, nous sommes en été. Je voudrais qu'on se penche un petit peu sur la carte du temps. Et disons pour commencer, pour les prochaines 48 heures. Alors pour les prochaines 48 heures, le temps ne sera vraiment estival. Disons que sur la moitié sud, grosso modo, où il y aura beaucoup de soleil, en particulier près de la Méditerranée, où les températures sur ces régions dépasseront nettement 25 degrés. Sur le sud-ouest, il y aura aussi du soleil, mais le matin, il y aura beaucoup de nuages et beaucoup de brouillard ou de brume. Par contre, sur la moitié nord, ce ne sera pas encore tout à fait l'été, parce que les nuages seront très abondants, surtout le matin aussi. Il y aura même parfois de petites pluies, mais quand même, on verra de temps en temps le soleil, un soleil assez timide, mais il sera quand même un peu là. Dans 8 jours, ce sont les premiers grands départs en vacances. Est-ce qu'il fera beau pour ces départs? Et disons que, approximativement, jusqu'à la fin du mois de juin, début juillet, le temps sera mi-figue, mi-raisin, surtout sur la moitié nord, où il y aura des passages nuageux avec de petites pluies, plutôt sur l'extrême nord d'ailleurs, alors que sur la moitié sud, ce sera plus franchement du beau temps. Donc jusqu'à la fin du mois, à peu près toujours une limite située au milieu de la France qui séparera du beau temps, du temps moins agréable sans doute. Bien, on ne peut pas dire qu'on a été tellement gâtés pour ce printemps. Je sais que la météo ne fait pas des prévisions à long terme, mais est-ce qu'on peut essayer de dégager une tendance pour cet été? Il ne semble pas que l'été se présente mal pour le moment. Sans doute même, la tendance pour les premiers 15 jours de juillet est à l'optimisme. Il devrait y avoir du beau temps et beaucoup de soleil. Je suppose que vous partez en vacances, vous? Oui, bien sûr. Vous allez où? Bien dans le Midi. D'ailleurs, mon accent doit le laisser prévoir. Est-ce que vous avez déjà essayé de voir quel temps il ferait dans le Midi cet été? Ben, sincèrement, je ne sais pas. Le temps que j'aurai pendant ces vacances, j'espère qu'il sera beau, tout comme tous ceux qui vont partir en vacances. Dans le Midi, où il fait déjà quand même un petit peu plus beau et un petit peu plus chaud. Mais si ces prévisions ne se vérifient pas, on pourra toujours dire que l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. On a demandé aux lycéens qui passaient les premières épreuves du baccalauréat ce matin, un peu partout en France, on leur a demandé de se prononcer à propos de cette expression. L'erreur est humaine, est-ce une excuse, une constatation, une condamnation quand on emploie cette expression? C'est un des 3 sujets proposés à la série Philosophie, les 2 autres étant un texte de Bergson qu'il fallait commenter et une interrogation qui est souvent d'actualité. Est-il possible de toujours concilier le droit à la liberté et l'égalité des droits? Un baccalauréat sans surprise, a déclaré M. Olivier Guichard, mais pour les 217 000 candidats qui, à partir de ce matin et jusqu'à demain soir, planchent sur leur copie, il y a toujours des surprises à craindre. Après des siècles d'existence, modifiés, critiqués ou non, le bac reste la clé de voûte de l'édifice scolaire et social français et le passeport pour l'enseignement supérieur. Une première constatation, l'évolution des effectifs, 7 000 de plus que l'an dernier, est surtout marquée par une baisse du nombre des candidats dans les séries philosophie et lettres, qui passe de 92 000 à 87 000. Toutes les autres séries sont en augmentation, notamment les mathématiques et sciences physiques et les séries économiques et sociales. Donc, davantage de matheux et moins de littéraires. Littéraires qui représentent encore 40% des inscrits. L'an dernier, le pourcentage des reçus a atteint 69,5%. Pour M. Guichard, un bac sérieux correspond à un pourcentage de succès de 65 à 70%. Résultat, première quinzaine de juillet. Pour l'université, contrôle continu des connaissances et examen traditionnel maintenu. Les députés, l'Assemblée nationale, ont achevé tard dans la nuit l'examen du projet de loi aménageant certaines dispositions de la loi d'orientation.
Le projet a été adopté finalement par 298 voix contre 55. Il faut noter qu'un certain nombre de députés républicains indépendants ont voté avec l'opposition socialiste et communiste tout en ayant des motivations différentes pour le faire d'ailleurs. La sélection en médecine se trouve consacrée. Le nombre des médecins formés sera fonction des possibilités d'accueil dans les hôpitaux et dans les cliniques. Il y aura aussi limitation du nombre des chirurgiens dentistes. Quant à l'orientation, elle sera obligatoire après 2 échecs à un examen de début d'études. Cet après-midi, les députés discutent du projet de loi sur l'équipement sportif et socio-éducatif. Piscines, clubs de jeunes, gymnases, un peu partout en France, leur progression dans le pays d'ici à 1975. Un exemple des problèmes qui se posent à toutes les villes, enquête à Toulouse, d'Alain Raffestin et de Dominique Laurie. Ça va? C'est moi que je vois sur l'écran de contrôle, Toulouse n'est pas arrivé au rendez-vous. Alors là, je vais demander à la régie si nous pouvons avoir cette enquête sur les équipements socio-éducatifs d'une grande ville, telle que celle de Toulouse. Je vous demande de nous excuser, nous avons peut-être un petit instant de patience pour le savoir. Non, nous ne pouvons pas. Alors nous allons enchaîner, et je ne manquerai pas de vous le dire, j'espère qu'on De pourra... 30 000 places, un parc municipal des sports, des terrains de rugby, de football, des pistes d'athlétisme, 4 piscines dont 2 couvertes. Toulouse semble à première vue ne pas trop souffrir du manque d'installation. Pourtant, au-delà de cette brève énumération se cachent les véritables problèmes dans lesquels se débat l'éducation physique en France. Problème d'équipement, mais surtout d'utilisation. Ces élèves du lycée Saint-Cernin, un lycée de 2600 jeunes filles, ont pour salle de gymnastique une chapelle désaffectée. Ces garçons du CES Maurice Fonvielle doivent traverser une bonne partie de la ville de Toulouse pour se rendre à leur gymnase. Mais peut-on appeler cela un gymnase, une vieille usine aux murs délabrés, sans vestiaire ni chauffage? Vous arrivez tout de même à faire la gymnastique ici? Oui, vous voyez, je me débrouille. Les installations ne sont pas fameuses, mais j'y fais, tandis que j'ai pas beaucoup de matériel. Qu'est-ce que vous avez comme matériel pour 250 gosses? Quelques tapis seulement, des poids. Alors comment faites-vous alors? J'en fais faire un peu de sport collectif. Encore, vous voyez, c'est assez difficile parce que j'ai pas tellement de ballons non plus pour faire du basket. Au même moment où les enfants faisaient la gymnastique dans ces vieux locaux, de l'autre côté de la rue, à quelques mètres, au centre sportif Léo Lagrange, un ensemble moderne, le gymnase, vous le voyez, était désert. Pourquoi cette contradiction? Le maire adjoint de Toulouse répond. C'est le problème de toutes les villes de France. Et en tout cas, je crois qu'il y a une manière d'envisager ce problème. C'est d'abord d'arrêter l'incohérence et la ségrégation entre les pouvoirs de gestion. Je peux nous donner des précisions à ce sujet? L'éducation nationale, la jeunesse et les sports, la municipalité sont 3 organismes qui gèrent et qui commandent au sport. Quand je dis sport, j'englobe bien entendu l'éducation physique, c'est-à-dire l'éducation nationale. Et 3 organismes cloisonnés. Absolument cloisonnés. Et c'est en raison de ce cloisonnement que, précisément, l'organisation est absolument impossible. Même si Toulouse avait des installations convenables, la manière dont elles sont gérées actuellement ne permettrait pas le plein emploi de ces installations. Le plein emploi, c'est-à-dire l'ouverture des installations sportives à tous, est un des objectifs prioritaires de la 3e loi programme. Malgré quelques réserves, la plupart des enseignants sont favorables à cette réforme. Moi, je suis pour le plein emploi. Je considère que dans un quartier populaire comme le nôtre, il faut au contraire ouvrir toutes grandes les portes des installations sportives. Je suis persuadé que si on avait la possibilité de leur ouvrir les portes dès le départ de nos élèves, avec un emploi du temps bien établi, nous aurions un plein emploi jusqu'à minuit presque tous les soirs. Est-ce que ça va vous poser quand même des problèmes? Il est évident que ça posera des problèmes. Lesquels? Ça posera des problèmes dans le gardiennage, de surveillance, d'entretien. Il est bien évident que nos installations sportives
doivent être surveillés pendant des heures qui ne sont pas les heures habituelles de travail du collège. En effet, un problème va se poser, celui de l'encadrement des non-scolaires. Or, déjà pour les écoliers et lycéens, les professeurs et animateurs sont en nombre insuffisant. Dans le département de la Haute-Garonne, à l'heure qu'il est, nous n'avons pas 2 heures d'éducation physique par classe dans tous les établissements du niveau du second degré. Il faudrait une récente étude qu'un de mes collègues a réalisée récemment prouve que pour donner 3 heures dans tous les établissements du département, il nous faudrait 105 postes immédiatement, 105 créations de postes. C'est énorme et on n'a pu nous en donner que 13 cette année, monsieur. Autre objectif de la loi, l'équipement prioritaire des nouvelles cités. Dans ce domaine, les lacunes sont graves à Toulouse comme ailleurs. Ici, un quartier neuf au nord de la ville, un groupe scolaire et pour la gymnastique, un préau. Pour l'éducation physique, on se débrouille avec les moyens du bord, déclare l'instituteur. Actuellement, on n'a que la cour à notre disposition pour les épreuves sportives. Alors, le mardi, nous faisons l'après-midi des exercices physiques et puis l'éducation physique normale. Dans le préau. Sous le préau. Ensuite, le mercredi, nous allons à la piscine. Alors là, nous sommes un peu mieux dotés puisque nous avons la piscine de Léo Lagrange à notre disposition pendant 1 heure. Et puis le vendredi, nous recommençons à utiliser le préau. Depuis 1956, aucun établissement scolaire ne peut plus être construit en France sans gymnase. Mais les constructions se font en plusieurs tranches, la dernière étant consacrée bien sûr au gymnase. Et quand on arrive à la dernière tranche, on a parfois et même souvent dépensé la totalité des crédits. À ces difficultés s'ajoute le problème d'équipement au centre des grandes villes. Ainsi, au cœur de Toulouse, aucune installation sportive. Explication simple. 80 à 100 000 personnes sur la rive gauche et des terrains qui valent un prix astronomique. Les gens qui possèdent ces terrains, bien entendu, préfèrent bâtir des immeubles dont la rentabilité est bonne que de les céder pour faire des stades. Mais alors dans ces conditions, dans toutes les villes nouvelles, dans tous les quartiers nouveaux, il n'y aura aucune installation sportive. Bien sûr que oui, parce que c'est prévu dans le plan d'urbanisation. Mais nous sommes dans une ville ancienne. Et si l'on veut mettre des stades à l'intérieur de la ville, il faut détruire des maisons. Il vaut mieux prévoir des stades à la périphérie avec des moyens de transport rapides et bien organisés, mais pour ce faire, il faut des organisations de transport qui permettent au plein emploi d'être réalisées sans les pertes de temps telles qu'on les voit actuellement. Manque de moyens, d'encadrement, cloisonnement entre diverses administrations, dans ces conditions, faut-il s'étonner des conséquences? Les jeunes marquent chaque jour davantage leur désaffection pour le sport et l'éducation physique. Selon le colonel Crespin, directeur national du sport, 1 Français sur 10 seulement s'adonne à une activité sportive ou de plein air. Cette situation a dicté les orientations de la 3e loi programme. Bien, vous le voyez, on a parlé de Toulouse et le soleil est arrivé. Autre nouvelle de France, dans les chemins de fer, retour total à la normale ce soir ou au plus tard demain matin en ce qui concerne le trafic voyageurs. En revanche, il faudra près d'une semaine pour que le trafic marchandises retrouve toute sa fluidité. En politique, hier, première réunion du nouveau bureau du Parti socialiste sous la présidence du premier secrétaire François Mitterrand. Cette première réunion du bureau exécutif du Parti socialiste a d'abord été pour chacun l'occasion d'inaugurer de nouvelles fonctions, notamment pour M. François Mitterrand, élu la semaine dernière premier secrétaire du nouveau Parti socialiste. L'occasion aussi pour ces nouveaux responsables d'achever leur installation au siège de la cité Malesherbes qui fut pendant tant d'années le fief de M. Guy Mollet. Une décision a été prise, François Mitterrand donnera une conférence de presse le 1er juillet. 2 lettres ont été envoyées, l'une au Parti communiste. Elle propose des rencontres entre les 2 partis pour mettre au point un plan de lutte et de défense en commun des libertés individuelles et collectives. Le problème de fond des relations avec les communistes sera abordé lors de la prochaine réunion du bureau du Parti socialiste le 30 juin. L'autre lettre au PSU pour proposer également de reprendre les contacts. Nouvelles de l'étranger, aux États-Unis, après le New York Times, après le Washington Post, le 3e quotidien, le Boston Globe, commence ce matin la publication des documents destinés à dévoiler les origines de la guerre livrée par les Américains au Vietnam. La direction du Boston Globe estime que cette publication est dans l'intérêt du public.
Le gouvernement américain va sans doute engager la procédure de dissuasion qu'il a déjà adoptée contre les deux autres quotidiens, c'est-à-dire essayer d'obtenir l'interdiction, la prolongation de l'interdiction et de prolonger encore cette prolongation, cette bataille qui est toujours encore en cours pour le New York Times et pour le Washington Post. L'Europe et la Grande-Bretagne, un titre cette semaine encore, 12 longues heures de discussion à Luxembourg entre les 6 pour arriver à se mettre d'accord sur le problème des exportations des produits laitiers de Nouvelle-Zélande destinés à la Grande-Bretagne. À 3h10 ce matin, notre envoyé spécial Francis Mercury demandait à M. Maurice Schumann, ministre français des Affaires étrangères, comment s'était passé ce petit marathon du 21 juin. Monsieur le ministre, ce soir, pratiquement, l'accord est réalisé sur la Nouvelle-Zélande. L'accord a été entre les 6. Entre les 6, à la Nouvelle-Zélande. Nous avons transmis. Nous ne reparlerons plus entre nous 6 des problèmes de la Nouvelle-Zélande, puisque nous avons abouti à un accord à 6 sur une proposition que nous avons transmise sur le coup de 3h moins le quart du matin, et même un petit peu plus, à M. Rippon. Le reste au règlement financier. Alors demain, nous discuterons à 6 de règlement financier, et nous espérons être en mesure de transmettre une proposition à M. Rippon sur ce point, comme sur l'autre. Est-ce que l'accord est actuellement proche entre les 6 sur ce règlement financier? Ah, je ne peux pas vous le dire, puisque la discussion a à peine commencé. Elle a commencé. Elle a à peine commencé. Oui, elle a à peine commencé. En ce moment même, les ministres des 6 parlent de ce règlement financier. Vous savez qu'il s'agit de donner à la Grande-Bretagne des facilités pendant les premières années, 5 années, peut-être 7 années, des facilités dans le paiement de la taxe européenne, en quelque sorte. La Grande-Bretagne se verrait exonérée au départ d'un chiffre, alors peut-être 40%, 44%, dit la Commission, 50%, demandent les Anglais. Enfin bref, voyez-vous, on discute autour de cela. Cet après-midi, M. Rippon fera connaître sa réponse sur la Nouvelle-Zélande. Vous savez que pour les Anglais, la Nouvelle-Zélande, c'est une motte de beurre qui se trouve dans la mer. Et il pense qu'il y a un engagement moral de la Grande-Bretagne vis-à-vis de ce pays du Commonwealth. En effet, si la Grande-Bretagne n'achetait plus de beurre et de lait comme le veulent les conventions européennes en principe, eh bien la Nouvelle-Zélande serait en faillite. Alors les Européens ont voulu le comprendre, ils ont trouvé un arrangement, des modalités qui permettront pendant 5, 6, 7 ans peut-être à la Nouvelle-Zélande de se reconvertir, de trouver d'autres débouchés. Mais voyez-vous, tout cela est lié au règlement financier, tout cela est lié aux conversations qui ont lieu en ce moment et à celles qui auront lieu cet après-midi. Mais vous l'avez constaté, le ministre des Affaires étrangères, M. Schumann, qui préside la commission des ministres, le Conseil des ministres de l'Europe, n'a pas paru du tout pessimiste. Ici Luxembourg, à vous Paris. L'Angleterre, bien sûr, est à l'écoute, elle aime bien le beurre de Nouvelle-Zélande, mais le gouvernement, vous le savez, est loin d'avoir toute l'opinion publique derrière lui. Pour l'anglais moyen, l'adhésion de la Grande-Bretagne au marché commun n'est peut-être pas une bonne chose. Et voilà qu'une voix prestigieuse s'élève pour émettre elle aussi des réserves. C'est la voix de Philippe d'Édimbourg qui a déclaré hier soir en Écosse que le système agricole de la communauté produisait le plus affreux gâchis. L'époux de la reine a pris tout le monde par surprise. Il est contre l'adhésion au marché commun et il le dit. Réaction à Londres, Jean Lefebvre. Bien, vous savez, on est assez habitué ici aux écarts de langage du prince consort. C'est déjà lui qui, il y a quelque temps, vous vous en souvenez sans doute, avait révélé que la reine, son épouse, avait quelques difficultés à boucler les fins de mois. Ces propos n'engagent pas officiellement la politique gouvernementale anglaise. Mais ceci dit, bien entendu, et dans le cas présent, ça frappe l'opinion. Ces propos ont fait sensation, c'est le titre même du Daily Express. L'autre journal populaire du matin, le Daily Mirror, qui tire à 4 millions d'exemplaires, n'hésite pas, lui, à titrer « Philippe a fait une boulette ». C'est dire qu'on n'a pas tellement apprécié l'intervention intempestive du prince consort dans une affaire qui regarde profondément la conscience actuellement des Anglais. Oui, bien sûr, M. Hiss aurait préféré le silence. Mais Jean Lefebvre, toujours à Londres, quoi de neuf à propos du savant soviétique disparu puis retrouvé, Anatoly Fedosseyev? Eh bien, vous savez, pour l'instant, c'est encore l'affaire des agents secrets, si je puis dire. Fedosseyev se trouve dans Londres, probablement dans le centre de Londres. Des spécialistes sont en train de le débriefer, si je puis employer ce terme de franglais, c'est-à-dire qu'on essaie de savoir exactement ce qu'il est et ce qu'il sait des secrets russes. On dit même que des agents américains seraient sur le point de venir le tester. Par contre, les diplomates, eux, font les ronds de jambes parce qu'actuellement, aujourd'hui même, commencent des entretiens diplomatiques extrêmement importants entre les Anglais et les Russes à Moscou. On ne veut donc pas aggraver la situation. Nous voudrions voir votre hôte, a dit hier l'ambassadeur soviétique à Londres, mais commandons, répond le Foreign Office. Monsieur Fedosseyev vous rencontrera s'il le désire. Mais au fond, chacun sait qu'on ne plaisante pas sur ce genre de sujet. C'est ce que me rappelait ce matin encore
le professeur Shapiro, qui est un historien du Parti communiste russe. Professeur, est-ce que vous croyez que le savant soviétique est en danger? Vous savez, j'espère que les autorités britanniques le vont garder bien. Et pour ça, j'espère qu'il n'est pas en danger. Mais généralement, il faut toujours prendre en considération que la pratique dans le passé de la police soviétique était toujours, dans les cas de ces détecteurs importants, de tenter de le récupérer. Il y a eu des précédents déjà en Angleterre. Il y a un précédent en Angleterre et plusieurs en Allemagne. Il y a 2 ans, je crois. Il y a 2 ans. C'était Kachenko, non? C'est le cas de Kachenko qui était assez mystérieux. On ne sait jamais ce que s'est passé, les histoires avec les drogues. Vous vous rappelez, on l'a rendu parce que les Russes l'ont saisi. Ils ont tenté de l'emmener par avion. On l'a sauvé sur l'aéroport, même dans l'avion. Mais après ça, je crois que les autorités l'ont rendu, mais l'ont rendu pour sauver sa vie, parce qu'on l'a injecté avec une drogue. Et on ne savait pas le contenu de cette drogue, et alors il n'y avait pas de possibilité de lui donner l'antidote. Ça se pourrait faire seulement en Union soviétique, et par ce truc, je crois que c'était un truc par la police, on l'a amené. Qu'est-ce qui lui est passé, je ne sais pas. Est-ce que cela peut influer sur les relations diplomatiques entre l'Angleterre et la Russie? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça peut être cause de scandale pour une semaine, quelque chose comme ça, mais les Russes sont réalistes. En chose de commerce, en chose de diplomatie, je ne crois pas que ça fera beaucoup de différence. Réaliste ou prudent? Ce matin, les Hongrois ont annulé la participation de leurs savants à une réunion internationale de spécialistes atomiques qui devait se tenir à Cambridge. Motif, le séjour leur semblait trop cher. Sans commentaire. Autre interrogation, a-t-on lancé une nouvelle expérience spatiale en URSS? Alors que les 3 cosmonautes soviétiques continuent de battre là-haut tous les records de durée d'expérience, l'observatoire ouest-allemand de Bochum croit avoir perçu ce matin un nouveau signal sur une fréquence qui est utilisée habituellement par les soviétiques pour leurs expériences. C'est peut-être une répétition de l'expérience Soyouz-Soyouz, mais pour l'instant, Moscou ne confirme ni n'infirme la nouvelle. Sur notre petite Terre, ne serait-ce qu'à 1775 mètres d'altitude, on n'a pas encore maîtrisé tous les éléments. 15 personnes bloquées au sommet du téléphérique du Mont d'Or du fait d'un incendie. Reportage de Clermont-Ferrand. Ce matin à l'aube, les habitants du Mont d'Or ont pu croire un instant que le puits de Sancy entrait en éruption. Il s'agissait en fait d'un incendie qui ravageait le restaurant de la station supérieure du téléphérique où se trouvait alors le gérant et sa famille. Les secours s'organisaient aussitôt au Mont d'Orville et partaient en jeep vers le sommet. Mais à leur arrivée, il ne restait plus rien du restaurant. Par ailleurs, les 2 câbles de l'ancien téléphérique s'étaient rompus sous l'effet de la chaleur qui rendait impossible l'utilisation immédiate du second téléphérique. Celui-ci a cependant été préservé, ainsi que la gare en béton, et une commission d'enquête décidera cet après-midi s'il peut fonctionner sans danger. Un hélicoptère survole les lieux du sinistre pour évacuer, le cas échéant, les personnes qui pourraient encore se trouver au sommet du Sancy. L'incendie n'a fait aucune victime et on pense qu'il a pris naissance sous un comptoir du restaurant. Les sports avec Patrick Chapuis, 2 têtes de chapitre, le retour du 15 de France après la tournée d'Afrique du Sud, et puis une petite bombe à laquelle on a vraiment peine à croire. Pelé sera-t-il parisien la saison prochaine? Pelé, la perle noire du football brésilien. Oui, on a peine à croire, mais enfin c'est une affaire qui paraît tout de même assez sérieuse, du moins dans la façon dont elle est conçue. Vous savez que Pelé a une trentaine d'années, qu'il a l'intention non pas d'arrêter le football, mais de se retirer un petit peu vis-à-vis de la grande compétition. Et il appartient toujours naturellement au Santos Football Club, mais le Santos Football Club a décidé d'engager 2 jeunes joueurs, ce qui lui coûterait à peu près 500 millions. Il faut trouver ces 500 millions. Et donc, il y a des contacts actuellement qui ont été pris entre Santos et le Paris Saint-Germain, le club français qui est monté en division professionnelle cette année. Ouais. Donc, il faut fournir 500 millions, plus ce que gagne M. Pelé, qui représente à peu près 110 millions par an. Sur 3 ans, cela représente à peu près 850 millions. La question qui se pose est comment trouver cet argent? Et le président du club de Paris Saint-Germain, M. Crèche-Sainte, propose une solution assez originale. Il propose
un espèce de contrat d'association, un contrat d'association qui permettrait à Pelé et aux Santos d'être associés directement aux recettes que permettrait de réaliser la venue de Pelé. C'est original. En tous les cas, ce sont des sommes astronomiques. Oui. Il faut préciser, Patrick, que vous parlez en centimes, c'est-à-dire en ancien franc. Oui, exactement. C'est déjà assez important. Je parle en comme ça. ancien franc, mais il est certain que la venue de Pelé provoquerait des recettes exceptionnelles. Bon, le 15 de France. Alors le 15 de France, lui, est rentré ce matin, vous savez, une tournée assez réussie, puisque elle s'est soldée par 7 victoires, une défaite seulement et un match nul. Au total, 228 points marqués contre 92 points encaissés. Loïs Vanley était ce matin à Orly, où il a bavardé avec les dirigeants et avec les joueurs. Michel Celaya, vous avez été le responsable de l'équipe de France, vous êtes vous-même ancien capitaine de l'équipe de France de rugby. Quels sont les enseignements à tirer de cette tournée qui a été très bénéfique? Le premier enseignement, c'est-à-dire qu'on est parti là-bas en Afrique du Sud avec des intentions bien arrêtées, justement après la saison internationale qui avait été plus ou moins avec des hauts et des bas. Et là-bas, on est arrivé à constituer une équipe disons, collective. Oui. Ce qui nous a permis d'avoir de bons résultats. Dites-moi, Bogarel, vous avez été un des héros de cette tournée en équipe de France, oui. Que pensez-vous du jeu des Sud-Africains? Très surprenant par rapport au jeu français, ça n'a rien à voir. C'est un jeu très très direct, fait de force, quelquefois de brutalité, mais c'est totalement différent du nôtre. Dites-moi, quel effet cela vous a fait d'être au fond l'idole des Noirs et également l'idole des Blancs? Ça devait être dur pour vous, non? Non, au contraire, ça m'a un peu survolté, disons. J'étais dans un état psychologique supérieur, si jamais je n'avais pas été un peu l'idole des foules, disons. Mazot et Villepreux, vous êtes les deux blessés du 15 de France et nous sommes navrés de vous voir arriver dans cet état. Vous faites un peu ribouledingue et croquignol, n'est-ce pas? Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre, Mazot, de ce déplacement? Est-ce qu'il a été enrichissant pour vous? Je crois que toutes les tournées sont bénéfiques au 15 de France, car on apprend toujours certaines choses pendant une tournée. Puis on apprend à se connaître les uns les autres, c'est déjà beau. Enfin, pour les Français, je crois ils ont appris à défendre, car au premier test, on n'a pas eu... C'est un peu navrant de faire autant de kilomètres pour jouer un match et 8 minutes. C'est beaucoup pour si peu. Ce qu'il y a, je pense, à mon avantage, c'est que je connais très très bien Joe Mazot, Trio et Jean-Louis Béraud. Nous avons eu l'occasion de jouer pas mal de fois ensemble, on se connaît parfaitement. On apprécie chacun le jeu du camarade. On est très copains en plus, c'est très important, je pense, dans une équipe. Eh bien, avant l'hebdomadaire des affaires et après cette page sportive, nous allons nous rendre à la bourse. Nous retrouvons Michel Tardieu tout à l'heure, mais d'abord, il va nous donner un point qui va être centré sur une préoccupation constante, les salaires et les prix. À vous, Michel Tardieu. Oui, la bourse est médiocre pour des raisons techniques que nous verrons tout à l'heure, et puis aussi parce que les financiers, comme tout le monde, s'inquiètent de l'évolution des prix et des salaires. Les prix en mai auraient augmenté de 0,6%, c'est-à-dire qu'ils confirment leur évolution précédente et qu'ils se placent sur une courbe de hausse de l'ordre de 6% dans l'année, ce qui est beaucoup trop rapide. Quant au salaire, M. François Sérac, le vice-président du CNPF, en a parlé hier pour alerter l'opinion en disant que nous étions arrivés au-delà de ce qui était supportable et que l'expansion et le progrès social étaient mis en cause. M. Sérac a défendu la politique contractuelle, insistant sur le fait que les syndicats devraient respecter leur signature dans ce genre de politique s'ils ne voulaient pas que les rapports sociaux deviennent une jungle dans laquelle seule prime la force. Les patrons français ont un peu peur qu'il arrive en France ce qui se passe en Italie ou en Grande-Bretagne, où les syndicats finissent par faire très peur aux patrons. C'est ce qu'a reconnu notamment M. Agnelli, le président de Fiat, quand il a dit qu'il voulait se diversifier hors d'Italie, précisément parce qu'il devenait très difficile d'y travailler, et qu'il acceptait des investissements à l'étranger, même des investissements qui a priori n'étaient pas très tentants financièrement, comme Citroën. Et puis c'est ce qui vient de se passer en Grande-Bretagne, où Ford a dû renoncer à des investissements en Grande-Bretagne en raison des difficultés sociales, pour les reporter soit aux États-Unis, soit en Allemagne, où le climat est plus serein. Finalement, on s'aperçoit qu'il y a un durcissement de la part des responsables de l'économie vis-à-vis de l'inflation, et plus personne ne croit aujourd'hui que l'inflation puisse être fraîche et joyeuse, comme on a eu tendance à le croire naguère.
Les cours qui seront pratiquement des cours de clôture vers 13h50, mais auparavant, nous allons passer 20 minutes avec François-Henri de Birieux, Hebdo Midi, Affaires. Si nous vivons plus confortablement et plus largement que ne le vivaient nos parents, nous le devons en grande partie à l'industrie. C'est parce que le monde moderne est passé de l'âge agricole à l'âge industriel. À la base de ce progrès matériel, l'unité de production, l'entreprise qui est devenue une cellule fondamentale de notre vie sociale. Mais toutes les cellules de notre vie sociale aujourd'hui sont menacées, de la famille à la patrie. Y aura-t-il encore des entreprises demain? Y aura-t-il encore des entrepreneurs capables d'entreprendre? C'est à ces questions que s'efforcent de répondre François Dalle et Jean Bouline-Cavallet dans un ouvrage qui vient de paraître chez Kalman Levy et qui s'appelle « L'entreprise du futur ». Monsieur Dalle, votre éditeur vous a accordé à peu près 12 000 lignes pour exprimer votre pensée dans ce livre, mais il n'a consacré que 16 petites lignes, à votre portrait. Alors je vous propose de combler cette lacune, d'abord avec Édouard Laure. François Dalle, 53 ans, marié, 3 enfants, avec qui il partage chaque week-end sa passion des chevaux. Études secondaires à Lille, chez les Jésuites, avant de terminer à Paris une licence en droit. Avocat à la Cour d'appel de Paris, il se lance après la guerre définitivement dans le privé. 1945, directeur général adjoint de la société Montsavon, 3 ans plus tard, directeur du marketing chez L'Oréal, dont il deviendra le PDG en 1957. 2 milliards de chiffre d'affaires par an, c'est à Eugène Schuller que L'Oréal doit son nom. C'est lui, jeune ingénieur, qui en 1907 a le premier trouvé la formule des teintures pour cheveux. Aujourd'hui, L'Oréal est implanté dans plus de 100 pays à travers le monde, touchant 400 millions de consommateurs. Elle occupe le 2e rang mondial dans son domaine après l'américain Avon. 20 000 personnes travaillent à la fabrication de 2000 produits différents. À Aulnay-sous-Bois, par exemple, 32 chaînes permettent de sortir chaque jour 1 800 000 unités. L'expansion de cette société est due en grande partie aux recherches effectuées dans ses laboratoires, au total une centaine. C'est là qu'on étudie la réaction des nouveaux produits sur la peau et le cuir chevelu. C'est de là également que sort chaque année une 50aine de brevets. La carte du succès de L'Oréal, c'est d'avoir misé sur les soins de beauté et de l'hygiène. C'est devenu presque un monopole en France. 90% du marché des lacs, 70% des produits colorants et presque 50% des shampoings, produits de bain et déodorants. Les adversaires de François Dalle lui reprochent d'utiliser trop facilement la coquetterie féminine. C'est à elle qu'il doit son succès, mais le PDG de L'Oréal est considéré aussi comme le type même du bon manager français qui a eu la chance de prendre en main l'héritage d'une société en pleine expansion. Monsieur, je retiens de ce portrait que vous avez été l'homme d'un seul métier dans votre existence. Vous avez fabriqué, vendu des produits d'hygiène, des produits de beauté. Pourtant, dans votre livre, dans l'entreprise du futur, vous partez en guerre contre ce culte du métier que vous reprochez aux industriels français d'avoir trop longtemps cultivé. Vous avez des gens, des affaires qui se sont trouvés emprisonnés uniquement autour, si vous voulez, du concept de la production, autour du concept de l'excellence de leur qualité de fabrication, sans tenir compte qu'il y avait en réalité une évolution des besoins qui ne correspondait pas à la fabrication qu'ils faisaient. Prenons des exemples. Dans le Nord, par exemple, on a fait du coton alors que s'amorçait la fabrication des textiles artificiels. On n'a pas prévu la reconversion des houilleurs du Nord et du Pas-de-Calais. À Millau, on fait de la ganterie alors que l'on ne fait plus de gants. Autrefois, les chefs d'entreprise étaient orientés vers le système logistique, disons le système de production. On produisait pour produire et puis on vendait ce que l'on pouvait. Alors qu'aujourd'hui, avec l'évolution des besoins,
l'évolution des marchés, il est certain que l'entreprise doit se pourvoir de postes de guet, de postes de guet, mais de postes de guet qui sont capables de réaliser ce que nous appelons dans notre livre l'anticipation stratégique de l'entreprise. Et le guet, c'est le marketing. Oui, c'est plus que le marketing, c'est un marketing stratégique. Ça fait un certain temps qu'on sait que gouverner, c'est prévoir. Alors, qu'est-ce que vous trouvez de tellement nouveau aujourd'hui, sur ce plan-là? Ah non, ce que nous trouvons, ce que nous disons, n'est-ce pas, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. Sinon que les hommes ne sont pas tellement orientés par leurs affinités naturelles à accepter cette accélération du changement. Alors la nouveauté, c'est que cette accélération du changement est tellement grande aujourd'hui qu'elle se précipite, que les hommes sentent en quelque sorte que leur destin leur échappe. Et que ce qui crée, si vous voulez, peut-être ce malaise, cette morosité, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une énorme précipitation en avant, si vous voulez, de tout le phénomène industriel, mais qu'on ne le contrôle pas toujours. Et qu'on ne sait pas s'il y a une corrélation entre les désirs des consommateurs, et disons le désir de l'homme en général, et cette espèce d'accélération naturelle. Disons, quand je dis naturel, je crois qu'il vaudrait mieux dire accélération artificielle due aux retombées de la science. En soi, l'accélération du progrès est un phénomène artificiel. Pourquoi dites-vous que le progrès est artificiel? Nous pensons que le progrès est artificiel pour la raison qu'il correspond à une accélération de l'évolution, et toute accélération de l'évolution est évidemment contraire au destin naturel des choses. Le progrès, autrefois, était incontestablement très lent. Rappelez-vous les évocations que nous pouvons avoir dans la littérature du régime des corporations, les métiers que l'on se transmettait en héritage et qui évoluaient très lentement. Rappelez-vous également cette révolution qu'un Jacquard a pu apporter à Lyon, les oppositions auxquelles il s'est d'ailleurs heurté, et nous sommes maintenant installés de plus en plus dans le progrès et par conséquent dans l'artificiel. Alors c'est là que vous posez un choix fondamental entre s'habituer à vivre dans la turbulence, comme vous dites, ou refuser le progrès pour vivre dans le calme. Oui, nous ne croyons pas qu'on puisse refuser le progrès. On sent bien qu'il y a une tentation plutôt, je dirais, des citoyens du monde moderne à l'heure actuelle. Quand je parle du monde moderne, je dirais du monde de la demi-hémisphère, ce qui est au nord, en partant de l'Amérique et en tenant compte de la Russie, disons des pays évolués, des pays riches économiquement. On sent bien qu'il y en a qui voudraient une pause, n'est-ce pas, confusément, mais les consommateurs ne sont pas prêts à l'heure actuelle. La majorité, je vois déjà. Oui, les consommateurs ne pourraient pas satisfaire de l'arrêt du progrès. Il est d'ailleurs assez frappant de constater que la résistance au progrès s'opère parfois dans les milieux les plus intellectuels. Il est connu notamment que ce progrès incontestable que constitue l'installation de postes de télévision dans les foyers. Progrès matériel. C'est un progrès matériel, c'est un progrès dans les mœurs, dans les habitudes, dans les communications. Eh bien, je connais, pour ma part, nous connaissons tous un certain nombre de personnes très cultivées et qui se refusent à voir la télévision. Oui, mais ça, c'est un petit peu la révolte des nantis. Parce que les gens ont autre chose et qu'ils n'ont pas besoin de la télévision pour se distraire. Ah non, pas du tout. Ce sont des gens qui peuvent certainement se payer la télévision. Ce sont des gens qui ont besoin, comme tous, de distraction, mais ce sont des gens qui se rattachent à des modèles de culture. Oui, mais ils ont d'autres distractions, précisément. C'est bien ce que j'appelle la révolte des nantis. Je crois que M. Dalle pourrait nous expliquer comment, autrefois, on a refusé les produits de beauté. Absolument. Qu'au début de ma carrière même, je me suis posé la question en me disant, moi qui avais une formation universitaire, c'était assez dur au point de départ de me dire je deviendrais un fabricant de teinture pour cheveux ou un fabricant de crème cosmétique. Mais pourquoi dur? Parce que j'avais aussi cette impression d'artificialité, n'est-ce pas? Mais quand on voit l'importance, si vous voulez, d'un métier comme le nôtre qui vend de la douceur de vivre, on se rend bien compte que
il n'y a pas une hiérarchie, si vous voulez, dans les besoins des consommateurs. Les besoins des consommateurs, ils se manifestent comme ils sont, il faut les satisfaire. Et je ne crois pas, par exemple, que dans ce domaine, il y ait une artificialité pour une femme, eh bien, de désir ne pas vieillir, pour des gens qui ne se lavaient pas de se laver aujourd'hui, ou de mettre du déodorant, etc. Je ne crois pas que dans ce domaine... Je voudrais qu'on revienne un peu à votre ouvrage. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y aura toujours un esprit d'entreprise? Est-ce qu'au fond, actuellement, on n'assiste pas à un certain refus du travail, à un certain refus d'entreprendre de la part de la jeunesse? Moi, je crois que c'est lié à la révolte des nantis, justement. Parce que ce qui est très grave dans la révolte des nantis, c'est que le refus du progrès se manifeste aussi par un certain refus de construire la société de demain. C'est-à-dire une fuite devant des responsabilités, et notamment les responsabilités qu'ont, disons, les élites à l'égard de ce que sera la civilisation de demain. On assiste à des phénomènes de refuge assez caractéristiques, le refuge vers la nature, la bonne mère nature. On oublie que la bonne mère nature, elle a tué un certain nombre de milliers, de dizaines de milliers d'Indiens tout récemment. Oui, je comprends votre question aussi, n'est-ce pas, l'esprit d'entreprise, on peut se dire l'esprit d'entreprise étant un facteur avec le goût de la sécurité. Comme vous dites, c'est un facteur d'accélération. Par conséquent, à un moment donné, on pourrait dire qu'on va chasser les hommes qui ont l'esprit d'entreprise comme on a chassé les sorcières, n'est-ce pas? Mais c'est pas imaginable que les hommes ne continuent pas à penser, à agir, à créer. C'est pas possible, n'est-ce pas? Que le savant qui découvre, eh bien, il a l'esprit d'entreprise. On peut pas empêcher les savants d'avoir le désir de rechercher une vérité plus profonde. Je crois, si vous voulez, que l'esprit d'entreprise, c'est quelque chose qui habite une élite, et que cet esprit d'entreprise, une minorité, on ne pourra jamais le jumeler, on ne pourra jamais le juguler, je veux dire, on ne pourra jamais le briser, on ne pourra jamais l'enfermer, ça me paraît impossible. Mais alors pratiquement, qu'est-ce qui va changer dans l'entreprise demain? Pratiquement. Je crois qu'il va changer, tellement de choses, nous les griffons tout au long de notre livre. Nous pensons que ce qui va plus changer, peut-être, c'est son environnement. Et on n'a pas l'air d'en prendre conscience, notamment à une époque où on parle du pouvoir aux ouvriers, comme dans certains milieux patronaux, on a parlé du pouvoir aux ingénieurs. Nous pensons que les problèmes qui vont se poser au monde de l'industrie seront moins des problèmes de participation avec les travailleurs, car ceux-là seront relativement faciles à résoudre. Enfin, il y aura des difficultés, bien entendu, mais des problèmes de participation avec le consommateur. Car on a coutume de considérer les hommes comme des travailleurs et de négliger totalement cette autre dimension de la vie d'un homme, qui est sa dimension de consommateur de biens matériels, consommateur de ressources naturelles. Est-ce que vous voulez dire que les gens les plus importants dans l'entreprise de demain seront ceux qui regarderont vers l'extérieur et non pas ceux qui géreront l'outil de production? Je crois que oui, ça c'est certain. Ça c'est certain. Est-ce que vous croyez que le fait que vous ayez toute votre vie durant vendu des produits de beauté vous amène à mieux sentir ces problèmes de la qualité de la vie qu'un industriel qui, par exemple, aurait fabriqué de l'acier? Moi, je peux peut-être répondre, François, pour ne pas vous gêner, parce que je vis aux côtés de L'Oréal, j'observe le comportement de cette affaire depuis déjà plusieurs années, et notamment celui de François Dalle. Il est incontestable que la caractéristique d'une société produisant et vendant des produits de grande consommation, c'est qu'elle est beaucoup plus près du consommateur, c'est-à-dire de l'homme, finalement, que ne le sont des types d'industries dans lesquelles, notamment, j'ai fait mes débuts de carrière en tant qu'ingénieur de production. C'était des industries fabriquant des biens intermédiaires destinés à d'autres industries, etc. Mais par exemple, puis vous me posez une question, n'est-ce pas, je vous dirais, derrière le consommateur, nous voyons toujours l'homme. Vous avez toujours fait beaucoup de publicité pour vendre les produits que vous présentez aux femmes, et vous êtes très sévère dans votre livre pour la publicité. Il n'y a pas une petite contradiction ? Non, pas du tout, parce que ça dépend de la conception de la publicité. Nous ne croyons pas, si vous voulez, qu'à l'esbrouf de la publicité. Nous pensons que la publicité n'est valable que quand elle supporte une fabrication, une production sérieuse. Alors ma critique de la publicité, elle est justement contre ceux, si vous voulez, qui se font les turiféraires inconditionnels de la publicité en pensant qu'en faisant appel à des motivations extraordinaires, on peut conduire les hommes à acheter n'importe quoi. Moi, je sais que derrière l'homme, il y a un esprit critique extraordinaire, derrière le consommateur, et qu'en définitive, il retrouve toujours la qualité. Alors, au fond, oui, la publicité, à condition qu'elle soit au service de la qualité. Qu'elle ne soit pas ce que vous appelez le bourrage d'arrière-crâne. Voilà. Ni le bourrage de crâne, ni le bourrage d'arrière-crâne. Je reviens un petit peu sur un problème qu'on a évoqué tout à l'heure, pour vous, de la participation. Dans votre livre,
vous dites après tout l'autogestion, ça peut servir. Nous croyons à la possibilité, et nous avons d'ailleurs illustré notre propos par des exemples de réalisation, notamment dans les affaires américaines, de cellules d'autogestion dans des ateliers d'entreprises importantes. Nous avons fait allusion aux gangs de la Western Electric notamment. Mais nous avons cru devoir insister sur une caractéristique à nos yeux fondamentale de l'autogestion, c'est qu'elle ne peut se concevoir qu'à partir de l'exploitation de connaissances déjà acquises. Autrement dit, si vous devez introduire le progrès dans un processus de fabrication, il est nécessaire que certains membres de l'entreprise s'isolent pour étudier les conséquences de ce progrès, pour mettre au point les différentes perfections, dont plus tard des cellules d'exécution autogérées notamment, pourront bénéficier. Donc l'autogestion, dans notre esprit, ne peut absolument pas être généralisée ni permanente, dans la mesure où le système de production est destiné à progresser. Autrement dit, si vous voulez, nous ne croyons pas qu'au niveau de la production de tous les jours, la réunion d'hommes puisse prendre en charge l'anticipation stratégique, quelle qu'elle soit, n'est-ce pas? Parce que nous pensons que la mission, si vous voulez, des hommes qui dirigent l'entreprise est dans une certaine mesure de réduire les incertitudes concernant l'avenir de l'entreprise. Et pour réduire les incertitudes concernant l'entreprise, il faut évidemment avoir accumulé des connaissances, les avoir digérées, être au poste de guet de l'entreprise, subir toutes les influences de l'environnement. Et si vous voulez, à ce niveau-là, nous ne croyons pas que l'autogestion soit possible. Autrement dit, nous croyons que la hiérarchie, si vous voulez, disons que l'autorité reste nécessaire. Comment voyez-vous, en gros, le rôle des syndicats dans l'avenir? Nous pensons que les syndicats ont un rôle considérable à jouer, mais nous pensons, si vous voulez, que l'ouvriérisme, si vous voulez, sera, si vous voulez, syndicat orienté vers ce que j'appellerais l'ouvriérisme, cette évolution est dépassée. C'est-à-dire que je crois que le syndicat va devoir prendre en charge, comme l'entreprise du reste, comme nous disons que l'entreprise doit dépasser sa fonction de production pour s'occuper de l'environnement, nous pensons, si vous voulez, que le syndicat sera amené de plus en plus à défendre l'homme, non pas en tant que producteur, mais aussi en tant que consommateur, c'est-à-dire prendre l'homme de l'autre côté de la machine, n'est-ce pas? C'est du reste la tendance dans laquelle vous voyez évoluer la CFDT, la CGT, et cette tendance est normale, parce qu'au fond, il y a une convergence, si vous voulez, de vision entre... il y a une convergence qui fait qu'aujourd'hui, on sent que l'appareil de production a des limites, et que les problèmes de civilisation sont en dehors de l'appareil de production. Et c'est pourquoi les syndicats sont amenés à regarder de l'autre côté de l'usine. De l'autre côté de l'usine. Accrue de leur oui, action. probablement. Oui, vraisemblablement. Dans tout votre livre, vous dites que la grande affaire du futur, c'est le changement. Et vous concluez en disant que l'organisation du changement, c'est l'affaire de la direction. Alors qu'est-ce qui va changer pour le chef d'entreprise? Attention, la responsabilité du changement est l'affaire de la direction. Oui. Ce qui ne veut pas dire que l'organisation du changement doit être le seul fait de quelques élites. Si vous pensez qu'avant, le chef d'entreprise était simplement le directeur de l'usine, aujourd'hui il est le directeur d'une entité beaucoup plus globale, dans laquelle il y a notamment où l'usine n'est qu'un outil, n'est qu'un outil d'exécution, et où le chef d'entreprise se met au poste de guet, mais il se met pour l'instant au poste de guet en ayant surtout une préoccupation économique. Et demain, sa préoccupation, si vous voulez, ce sera à la fois économique, sociale. En réalité, si vous voulez, l'entreprise va évoluer d'une manière irrésistible vers comment dirais-je, la silhouette d'un service public. Vous pensez qu'elle va mordre sur les responsabilités de l'État? Ah non, c'est pas ça du tout. Non, je n'ai pas dit ça du tout. Au contraire, je crois que l'entreprise va subir de plus en plus les contraintes de l'État. Mais je veux dire qu'elle sera obligée de prendre en charge d'autres critères que ceux d'efficacité économique. Bien, cette émission, ce débat que vous venez de suivre était enregistré, ce qui vous explique que vous retrouviez maintenant et vraiment en direct Michel Tardieu à la Bourse de Paris pour la cotation. À vous la Bourse. Eh bien, pour réduire les incertitudes de M. Dahl sur le cours de L'Oréal, nous allons tout de suite jeter un coup d'œil sur le tableau de cotation où se trouve L'Oréal. Et oui, L'Oréal est coté et L'Oréal est à 1910 perd 1 franc. Et pendant que nous sommes sur ce tableau de cotation, si nous pouvions aller voir Roussel qui
va distribuer un dividende de 6,50 francs avec un avoir fiscal de 3,25 francs, eh bien Roussel gagne 10 centimes à 3,95, 10 contre 3,95. Vous pouvez voir au-dessus que la Française de raffinage est en progrès sensible encore aujourd'hui à 300 francs contre 292 hier. J'arrive pas à lire les centimes. En revanche, la société mère, la compagnie française des pétroles, me semble-t-il, était à l'ouverture en léger repli. D'une façon générale, la séance est médiocre. Il ne faut pas s'en étonner. Demain commencent les opérations de liquidation et ce n'est jamais une période où les boursiers font preuve de beaucoup d'initiative. C'est aujourd'hui la réponse des primes. Mais le marché est quand même relativement résistant, ne serait-ce que parce que sur le plan social, les choses ont l'air de se calmer un petit peu, notamment à la SNCF, et que bien sûr, les boursiers sont toujours contents quand le climat social s'éclaircit. D'autres cours, si on pouvait voir peut-être l'Alstom qui est en bas, en effet, l'Alstom 147 contre 148, on vient d'apprendre qu'un syndicat dont l'Alstom est le chef de file livrerait prochainement une cinquantaine de locomotives à la République de Chine populaire, des locomotives diesel. En effet, Alstom avait déjà livré il y a quelque temps des locomotives électriques et les négociations duraient depuis plus d'1 an et maintenant on livrerait aussi 50 locaux diesel. La General Motors est en repli, les valeurs américaines continuent de se replier parce que Wall Street est en ce moment en baisse, on a encore baissé hier à Wall Street parce que les taux d'intérêt bancaires confirment leur tendance à remonter sur le marché financier, sur le marché monétaire et financier américain et bien sûr cela fait peur aux boursiers qui savent que lorsqu'on trouve des taux élevés à court terme, eh bien, les gens n'ont pas tendance à venir sur le marché des actions. Vous voyez que la plupart des cours sont en léger repli. Même la CGE qui avait fait figure de vedette ces derniers temps. Bayer en revanche était en progrès. Rhône-Poulain qui s'était signalé hier en léger repli aujourd'hui. La Française des pétroles, c'est la même chose. Vous voyez, on finit à 232,80 contre 235, alors que la Française de raffinage, vous l'avez vu tout à l'heure, était, elle, en progrès sensible. Péchinet perd 1 franc. Péchinet qui émet actuellement un emprunt de 400 millions de francs, à 8,75%, achète 1 franc de plus. Vous avez vu les cours du printemps. On pense finalement que l'affaire du printemps devrait se régler relativement vite et que le gouvernement, que le ministère des Finances ne ferait pas d'opposition à ce que le groupe suisse MOS prenne une participation dans l'affaire, mais on ne sait pas exactement le montant de cette participation. Ici la Bourse de Paris, à vous Jean Lanzy. Merci, Télémidi est terminé. L'équipe qui l'a réalisé vous remercie de votre attention. À demain.